Ceci dit, je vais essayer de parcourir le texte au fil du récit. Bien sûr que je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, puisque Madame Kesselo a été assez exhaustive. Mais je peux dire que Abdoulaye Eliman Kane s'est montré dans son livre tel qu'il a voulu qu'on le voie et tel qu'il est foncièrement, selon moi. Il a choisi de dire de lui-même ce qui méritait d'être retenu. Peu importe ce qu'il ne nous a pas livré, seul compte pour nous sa bonne foi. Il fait bien de s'être efforcé de faire correspondre son moi social et son moi créateur. Et sur un autre plan, son ethos prédiscursif et son ethos discursif pour utiliser des concepts consacrés par l'analyse du discours littéraire. Dans l'avant-propos qu'il consacre à cet écrit d'une remarquable sincérité, il nomme son projet par des mots ou expressions assez variés. C'est tour à tour un texte, un récit de vie, une méditation en pointillé, je pourrais ajouter, en attente d'un lecteur idéal. L'intérêt, c'est de le destiner à un lecteur capable de retrouver les implicites de son discours. Si le propre du récit est de se présenter davantage comme un texte oral ou écrit, à caractère impersonnel, le discours, pour sa part, apparaît comme un ensemble d'énoncés plutôt de type subjectif qui engage un sujet ou est destiné à un sujet. On retiendra que Philosophie sauvage tient à la fois du récit et du discours. L'auteur précise d'ailleurs que les destinataires premiers ou légataires sont séparés de leur ascendant par un fossé des points de vue de l'âge et de l'environnement culturel sans cesse en mutation. Ce livre, qui est d'une très grande clarté et d'une remarquable simplicité, est à l'image du personnage que son auteur représente dans la vie réelle. D'ailleurs, dans son cas, la simplicité a un autre nom, c'est l'humilité, qui est l'apanage des saints et des sages. Un homme d'une grande sagesse. Le titre et le sous-titre de son ouvrage expriment, dans une profonde unité et en termes imagés, cette identité de témoin que lui-même revendique dans son propos d'ouverture, mais surtout celui d'un observateur immergé dans le monde qu'il relate. Sa philosophie sauvage semble répondre à certains endroits à la mentalité primitive de Lucien Lévy-Bruhl, qui a dû avouer, revenant au terme d'un long parcours scientifique exemplaire sur ses propres affirmations, que la pensée sauvage n'était, au fond, ni la pensée des sauvages, relevant d'une mentalité primitive, ni une pensée prélogique. Il faut plutôt entendre ici, par philosophie sauvage, l'expression de la pensée philosophique dans son jaillissement le plus naturel et le plus spontané, c'est-à-dire le plus pur, dans son rapport direct avec le vécu du philosophe. Je voulais m'arrêter un peu pour demander pardon à mon maître Mamoussé Diagne et à mon maître Abdoulaye Eliman Kane d'avoir la prétention de philosopher. L'expression « la vie a de longues jambes » dans la langue native de l'écrivain et dans la langue wolof qu'il a acquise socialement, authentique énoncé des péripéties d'une trajectoire humaine, est également pour l'écrivain Abdoulaye Eliman Kane le constat de vérité formulé par un homme qui a acquis la sagesse des grands penseurs au terme de nombreuses pérégrinations. Car on retiendra principalement de l'auteur de Philosophie sauvage l'image d'un grand voyageur, en train et en TGV, et par bateau, dans les navires prestigieux devenus mythiques que sont le Bouel Mogdad, le Lyoté et l'Ancerville, au contact de la diversité humaine. Mais son voyage spatial se double toujours d'un périple à travers la pensée philosophique ou simplement existentielle. Au fil du texte suggéré ou convoqué, on sent la présence de représentants majeurs de la spéculation ionienne, Thalès de Milet, issu d'une lignée de prêtres et d'astrologues, Héraclite d'Éphèse, penseur de l'écoulement permanent, et de leurs contradicteurs, les Éléates, dont Parménide et Zénon d'Élée, mais aussi du Socrate platonisé, j'utilise une formule de Micheline Sauvage, de Hegel, de Proust, Aimé Césaire, Cheikh Hamidou Kane, etc. De nombreux thèmes apparaissent au fil de son récit: amitié, fraternité, famille ou plutôt communion familiale, mais aussi directement en relation avec la stratification sociale. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Kesselo. Ceux de la division en classes et castes,
de la sorcellerie et de la magie que l'on retrouve par ailleurs dans ses écrits romanesques. Tout est suggéré, affirmé ou assourdi dans la distribution en deux grandes parties, éclatées en sous-parties de cet ouvrage d'une remarquable écriture. Les titres choisis suggèrent des noms de philosophes: Emmanuel Kant pour Métaphysique des mœurs, Jean-Paul Sartre pour Les chemins de la vie, par exemple. Si l'auteur de Philosophie sauvage, ouvrage qui rappelle un autre titre, celui de Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, n'avait pas été romancier, je l'aurais prié d'écrire une critique de sa métaphysique des mœurs. Disons une critique de la raison pratique, à l'opposé de M. Moussé Diagne, pour la mener justement à réexaminer des attitudes et comportements qu'il a décrits et analysés sans les fonder toujours en raison, disons sans les soumettre à une véritable critique. Mais sa réponse est déjà inscrite dans ses fictions sous forme non de postulat, mais d'énoncés, soumis à un lecteur herméneute. Ainsi, devant les questions liées à la stratification sociale, à la sorcellerie et à la divination, il appartiendra à chaque lecteur de donner sa réponse. Le récit délivré par Abdoulaye Elimane Kane se donne comme parole à sot et à gambade, selon une formule de Montaigne. C'est une pensée en mouvement, pour citer Starobinsky au sujet des écrits de Montaigne toujours. Disons pour notre part, une pensée assujettie sans cesse aux variations dans l'espace et dans le temps, soumise à d'incessants allers et retours. Évidemment, c'est le temps qui est questionné, ce faisant, et le discours biographique se fait alors kantien, dans la métaphysique des mœurs, ou proustien, dans l'étirement de la durée évoquée. Philosophie sauvage témoigne de la sincérité d'un homme vis-à-vis de lui-même et d'une famille qu'il aime et respecte, comme l'illustrent les données iconographiques qui complètent si harmonieusement et éclairent l'aventure scripturale. Car tout dans la relation texte-image est voulu, réfléchi, mesuré à l'aune de son sens de la famille et à son attachement aux liens de parenté et d'amitié. Philosophie sauvage est un dialogue de l'écrivain avec lui-même et avec des êtres chers, vivants ou morts. C'est un corpus et une iconographie destinée à la postérité et qui institue une singulière archive au sens foucaldien du mot, de strates découpées dans le discours social global d'une époque. Madame Kesselo l'a signalé d'ailleurs tout à l'heure. L'ouvrage de Kane, qui figure parmi les écritures du mois, mémoire, journal intime, cahier, carnet, autobiographie, etc., pose un problème de classement ou de définition comme conscience située et jetant en même temps un regard exploratoire sur l'avenir qui chaque jour portera des promesses de changement jamais définitives. Car il sent confusément peut-être que chaque jour sera un autre jour et que les générations se succéderont sans jamais se ressembler. Abdoulaye Elimane Kane n'a pas produit que des données fossiles, comme il convient de le faire souvent dans l'écriture des mémoires et des carnets. Il a posé les fondements d'une métaphysique non spéculative, nourrie par des données pratiques soutenues par un goût poussé pour l'anecdotique qui, chez lui, n'est pas un défaut. Car il prend la forme d'un art consommé de la détente par l'humour qui donne à son lecteur l'envie de continuer. On retrouve cette heureuse propension même dans sa production romanesque, en particulier dans Les Magiciens de Badagor et Marqueret. Un mot sur certains genres, comme la biographie, l'autobiographie, l'autofiction et autres genres. Je veux dire la question générique. La biographie n'est pas un genre strictement littéraire. Elle raconte la vie d'un homme sur sa demande ou celle d'un éditeur. Elle est souvent réalisée par des journalistes, des historiens ou des personnes privées. Quant à l'autobiographie, elle a été définie par Philippe Lejeune comme la correspondance dans une œuvre de fiction entre l'auteur, le narrateur et le personnage central. Hélas, on confond souvent autobiographie et roman autobiographique, en oubliant que l'adjectif qualificatif est important dans le second cas. Mais ce projet se heurte à sa stricte mise en œuvre dans certaines œuvres, comme le roman de Javier Cerca, Les soldats de Salamine, au cours du déploiement de ce récit. Le livre brisé de Serge Dubrovsky semble hésiter pour sa part entre l'autobiographie et le roman, puisqu'il associe les exigences du jeu et du monde référentiel. Ce que l'autofiction ajoute à l'autobiographie,
c'est le romanesque et le volet esthétique. Elle intègre donc l'expérience de l'analyse psychanalytique, la thématique et la production de textes. L'autonarration, enfin, peut être appréhendée comme une fonction susceptible d'être rapportée à l'une ou à l'autre. Ce que son dernier ouvrage enseigne, c'est surtout qu'Abdoulaye Elimane Kane est un intellectuel accompli. Il faut comprendre d'ailleurs par ce mot bien galvaudé, un être dans le monde assumant à la fois un statut et des rôles, ou plus exactement des postures courageuses, en rapport avec les circonstances. En fait, la conscience de l'intellectuel est une conscience située, qui ne se contente pas d'acquis définitifs. C'est dire qu'on peut parfois, malheureusement, garder le statut et perdre les rôles, ce qui n'est pas son cas. Ou pour le dire autrement, il s'agit chez lui davantage d'une quête interminable des rôles que d'une possession frileuse, ce qui renvoie à sa nature de vrai philosophe. Je saute sur quelques aspects pour terminer peut-être en affirmant fortement que ce livre me concerne à plus d'un titre. D'abord parce que l'auteur a eu la grande amabilité de m'associer à cet important moment de réflexion. Ce mot lui-même, comme l'a rappelé Micheline Sauvage dans un ouvrage intitulé L'aventure philosophique, se décompose en ré qui est un retour et flexion qui est une usure, ce qui correspond à un reflux vers ce que nous avons de plus intime. Sur un autre plan plus terre à terre, il évoque un espace urbain que j'ai eu la chance de connaître, bien sûr, et bien après lui, le Dakar du Plateau et de la Médina, pour moi, pendant les premières années et les premières heures de l'indépendance. Le frère de mon père, qui était aussi mon homonyme, Birahim Thioune, couturier de renom, avait pignon sur rue. Après le studio Salle Cassé, vers Cœur d'Ifoncé, vous avez compris, Cré d'Ifoncier, dans un atelier de couture loué par une Française, installée de longue date dans la capitale sénégalaise, et qu'on a appelée, pour aller vite, Madame. Toute sa vie. Je passais certaines journées dans cet atelier, dans le bruit assourdissant des machines à coudre, lorsqu'il m'arrivait de quitter la banlieue de Pikine-Dagoudane, appelée alors Cité Dortoir, en car CG, comprenez cars gouvernementaux, pour le plaisir de flâner en centre-ville, pour me rendre au centre médical des écoles ou pour des besoins d'examen scolaire. Ce livre me concerne également parce qu'il évoque des manuels de lecture condamnés au lendemain des indépendances par les élites qu'ils ont façonnées, bien connus sous l'appellation de Mamadou Ibinta ou pour les chercheurs série d'Aven. Je viens de lui consacrer un livre qui reprend l'essentiel de la thèse que j'ai soutenue il y a quelques années à Montpellier 3. Quelques anecdotes mentionnées par l'écrivain Kane me reviennent en mémoire. Je n'évoquerai pas le combat épique qui a opposé le fou errant Doli Doli, armé d'un coupe-coupe et d'une hache, à un maître d'école coranique, un homme bien du terroir, un bon lutteur, mais qui ne dut sa victoire, que dis-je, son salut. Car un galgal, pour Madame Questelot, il faut comprendre une plaie en lutte sénégalaise, consistant à croiser sa jambe avec celle de son adversaire de manière à l'immobiliser et à le déséquilibrer. Alors cette victoire de ce Serigne Dara, les habitants du quartier l'ont identifié à un galgal mystique. Je n'évoquerai pas la chevauchée infernale du jeune Abdoulaye. L'animal fougueux qu'il a monté ce jour-là lui a peut-être donné la figure du cheval Diom dans Marqueret. Il nous le dira. Et le chameau. J'ai beaucoup aimé, entre autres, celle du jeune Abdoulaye malade d'une conjonctivite et qui s'impatiente d'aller à l'école, n'est-ce pas, Madame Questelot. Le rendez-vous fixé par le médecin lui paraissait lointain. Il ne trouva qu'au moyen d'obliger son père à le ramener plus vite en consultation que d'arracher 5 feuillets du calendrier, un almanach à éphéméride. Ruse touchante d'enfant qui ne manqua pas de déclencher amusement et franche rigolade. Dans les univers romanesques de Kane, on est pur. On rit beaucoup. L'atmosphère est parfois détendue, souvent détendue, et les personnages distillent souvent la bonne humeur. Le champ politique donne également lieu à des situations cocasses. Par exemple, le jour de la passation de pouvoir au palais présidentiel, après la victoire de l'opposition animée par Abdoulaye Wade,
Certains individus massés devant les grilles de cette prestigieuse résidence ont compris, au regard de la durée de la cérémonie, que Diouf voulait garder prisonnier Wade et lui arracher la victoire. La foule a alors brandi la menace de brûler le palais présidentiel si cela arrivait. Voilà rapidement parcouru, mesdames et messieurs, je voulais aller vite, ce grand livre des mœurs, livre de voyage au bout du passé, qui est également un voyage dans la tête, pour reprendre une formule de l'auteur de Philosophie sauvage. En espérant avoir découvert quelques implicites de ce beau témoignage d'Abdoulaye Elimane Kane, je vous remercie de votre aimable attention.